Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Astrid Aimé, auteur franco-camerounais qui vient nous présenter son livre Repères. Bienvenue Astrid. Merci pour l'invitation et pour cette opportunité que tu me donnes. C'est un plaisir d'être là. On est très content de t'avoir avec nous et on est content de pouvoir montrer à Genève, à cette ville, un auteur comme toi. Avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous parler de toi, de ton parcours, et puis ensuite présenter ton livre, mais commençons déjà par toi peut-être. Alors, je suis un auteur franco-camerounais avec un parcours assez... je n'aime pas trop le mot atypique parce que c'est un mot qui peut être employé qui peut être attribué à tout le monde, donc on va dire que j'ai un parcours compliqué au départ, mais je m'en sors plutôt pas mal. Aujourd'hui, je fais une tournée, une deuxième tournée. Et c'est un plaisir de rencontrer toujours plus de lecteurs, de revenir dans cette ville que j'apprécie énormément, cette magnifique ville de Genève. Repères, est-ce que tu peux nous donner peut-être 3 axes principaux pour quelqu'un qui va à la FNAC ou qui cherche un livre? Quels seraient peut-être les 3 axes principaux de ton livre? Je dirais qu'il y a 3 axes. Déjà, il y a de la sociologie. C'est un peu de la sociologie parce que j'analyse l'environnement dans lequel j'ai grandi, dans lequel une grosse partie des jeunes de France grandissent. Donc voilà, il y a l'aspect de sociologie. Il y a un aspect psychologique aussi. Je dirais pas que c'est du développement personnel, mais c'est un peu des pistes pour des personnes en quête d'identité, en quête d'eux-mêmes, quoi. Mais sinon, vraiment le 3e, et c'est pour moi le socle de ce livre, c'est la relation du père à l'enfant, la relation père-fils. C'est pour ça que ça s'appelle Repères. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu la couverture à la caméra et puis aussi pour tous les gens qui regardent? Voilà, Repères. J'ai choisi un éléphant parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit en tant que Camerounais, j'aurais pu prendre un lion, parce qu'on dit les lions indomptables du Cameroun. Mais je trouvais ça un peu obvious, je trouvais ça trop évident. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un petit contre-pied, parce que l'éléphant représente la sagesse, la mémoire d'éléphant. Et c'est aussi une force tranquille quelque part. Il est à la fois très, très fort, très dangereux, mais très doux. Donc c'est un peu c'est une allégorie. J'ai voulu un peu me représenter quelque part à travers l'éléphant. Ton livre, c'est une autobiographie, si je ne me trompe pas, ou c'est un roman, C'est entre l'autobiographie et l'essai. Il y a une partie qui est très personnelle, et il y a une partie où on sort quand même pas mal du personnage qui écrit, qui est moi. En fait, c'est un cheminement qu'on suit tout au long du livre. On part d'un point A au début, et il y a une évolution. On évolue en même temps que moi. Voilà. Et justement, ton point A... Le point A, c'est un questionnement, c'est une isolation, où je remets pas mal de choses en question, dont moi, je me demande en fait où je vais, que va être l'avenir. Et c'est suite à ces questions que je me dis, il faut que je retourne à la source, il faut que je sache d'où je viens pour pouvoir savoir où je vais. Je me reconnais toujours comme en tant que banlieusard. J'ai senti que ça allait être un peu compliqué pour nous, et donc je me suis dit, je fais ce voyage. Le fait de grandir en banlieue, ça, je pense, a influencé ta plume, non? Ça a influencé ta manière dont tu vois le monde, l'existence. Et ça se retrouve dans ton livre Oui, énormément, parce que il y a toute une culture
c'est tout un monde. La banlieue, c'est le rap, c'est le foot, c'est tous ces personnages qu'on voit dans les médias, qui sont mis en avant. C'est souvent des footballeurs, des rappeurs. Et moi, c'est des choses que j'ai baigné dedans. Je dis souvent que sans MC Solar, sans Oxmo Puccino, pas mal d'autres rappeurs, Lino, les Mac Taylor, les Roth, tous ces gens-là, je me dis que peut-être que. En tout cas, ils font partie, je ne veux pas dire que c'est juste eux, mais ils font majoritairement partie des personnes qui m'ont influencé à écrire. Est-ce que la banlieue, c'est un endroit propice pour devenir écrivain? Pour être honnête, je dirais non. Je dirais non. Déjà, il y a plusieurs banlieues. Il y a la banlieue parisienne, il y a la banlieue strasbourgeoise. Enfin, c'est un peu de. La banlieue, c'est un peu. La tienne, hein, on va dire la tienne, celle où tu étais toi. Non, je pense pas que c'est pas un lieu propice au fait de devenir écrivain. Tout est fait pour qu'on soit, soit footballeur, soit rappeur. Mais écrivain, je pense que il faut en vouloir. Il faut se dire, il faut avoir conscience qu'il peut avoir autre chose que ces deux options. Et c'est vrai que moi, j'ai eu le luxe d'avoir cette conscience, on va dire, de se dire que je suis fait ni pour l'un ni pour l'autre. Je vais me créer ma propre voie. Le monde du livre, en tant que noir et en tant que banlieusard, c'est un vrai parcours du combattant. À Paris souffre d'une espèce d'entre-soi où c'est les mêmes qui sont mis en avant, c'est presque sectaire. Et j'ai peur aussi des fois de cette mise en avant de ce qui n'est pas forcément, en tout cas que moi je ne considère pas comme un réel talent. C'est un peu comme une glorification de la médiocrité. Quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit je l'envoie à 2 maisons d'édition. Et que si jamais ces 2 maisons-là me disent non, c'est pas la peine que j'envoie à d'autres maisons d'édition. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé à 2 maisons d'édition africaines. Africaine mais en France, oui. Cette présence africaine, elle est connue. D'ailleurs, à une certaine époque, ils ont reçu Malcolm X qui était passé par là, à Paris. C'est une maison d'édition assez historique. Et donc j'ai envoyé mon livre, ils m'ont répondu peut-être 2 mois, un ou 2 mois après, je ne sais plus exactement. Et dans leur réponse par mail, ils m'ont répondu en disant Madame Astrid, pour des raisons de budget et tout ça. Enfin, le simple fait de voir Madame Astrid, j'ai compris qu'ils n'avaient pas lu le. Parce que quand tu peux pas lire le texte et m'appeler Madame, même si je sais qu'Astrid peut prêter à confusion. Et ensuite, il y a eu l'Harmattan. C'est des maisons d'édition qui ont l'habitude de travailler avec des écrivains africains, qui eux m'ont fait une réponse plus constructive en me disant qu'ils ne pouvaient pas éditer, mais qu'il y avait un gros potentiel et qu'il y avait des choses à revoir. Et moi, orgueilleux comme je suis, tête brûlée comme je suis, je me suis dit, bon, je vais suivre leurs conseils, je vais améliorer le texte et je vais partir en indépendant. Et depuis, l'histoire, elle est magnifique. J'ai fait une tournée internationale, je rencontre des milliers de lecteurs, je monte tout doucement. Mais voilà, je commence à avoir des yeux rivés sur moi. Et ça a du bon et ça a du mauvais aussi parce que il peut y avoir pas mal de bâtons dans les roues. Ouais. Quand tu es indépendant et que tu fais presque ou aussi bien que des auteurs signés en maison d'édition. Selon toi, quel est le rôle dans la société de la lecture? Personnellement, l'écriture et la lecture m'ont sauvé. Mais c'est vrai que plus la lecture. Parce que tu peux pas écrire si t'as pas de... T'ont sauvé de quoi? De qui? Ah, la lecture m'a sauvé de beaucoup de choses. La lecture m'a sauvé de moi-même. La lecture m'a sauvé des pièges de la cité, ça m'a sauvé des pièges des environnements dans lesquels j'ai évolué. Ça demande une grande capacité d'isolement. Ça permet de voir le monde
avec d'autres regards, avec des regards de personnes qui sont, que ce soit anciennes ou même contemporaines, je parle des écrivains bien sûr, que j'ai lus et qui m'ont permis de me recentrer sur moi. J'étais parti pour être soit mort, soit en prison. Et c'est la lecture. C'est des personnes que j'ai rencontrées qui, elles, m'ont offert des livres. Et à partir de ça, j'ai trouvé un peu une porte de sortie à... La littérature t'a permis de t'émanciper de... Ouais, clairement, ça m'a permis de voir le monde autrement et de devenir autre dans ce monde. Et dans ton quartier, est-ce que les gens ils avaient l'habitude de lire? Ou aujourd'hui, est-ce que je sais pas si tu as pu retourner, ou c'est peut-être pas une activité qui se fait, ou bien je sais pas moi. En grandissant, il y a un truc que j'ai remarqué, en grandissant dans la banlieue, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a ce truc de la honte ou du complexe vis-à-vis de l'intelligence. Ou alors on veut faire culpabiliser la personne qui pense. On veut faire culpabiliser la personne qui réfléchit, la personne qui est sensible, la personne qui voit plus loin ou autrement que ce qui est tout proche de notre nez. C'est là que j'ai vu qu'il y avait déjà une barrière quelque part. Si à l'école, des gens se moquent des... Enfin, on catalogue les jeunes se cataloguent entre eux d'un télo, des trucs. Ça, je trouve que c'est une barrière. Mais à la cité, je dirais pas que les gens ne lisent pas. Il y en a beaucoup qui lisent, mais c'est tabou. Enfin, les gens ne parlent pas trop de ça. Maintenant, un peu plus, ça commence un peu à se démocratiser, mais moi, quand je grandissais, personne me disait ah, j'ai lu Camus, ça me parle, c'est fort, l'étranger, je lis du Nietzsche, tu vois. Et là, je te parle d'auteurs un peu qui m'influencent beaucoup, avec des James Baldwin et consorts. Mais non, à la cité, personne ne m'a jamais offert un livre à la cité, par exemple. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune aujourd'hui qui voudrait... un jeune de banlieue qui voudrait se lancer dans l'écriture? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Tu sais, il y a des gens qui, aux États-Unis souvent, qui disent 50 Cent l'a fait, alors moi aussi je peux le faire. Mais 50 Cent, c'est une individualité, tu vois. Je dirais pas que ce que je fais c'est miraculeux et qu'il n'y a que moi. Mais je dirais que la base, l'essentiel, c'est de faire ce qui te plaît. Si l'écriture, c'est ce qui te plaît, fais-le. N'écoute pas les personnes qui vont te dire que c'est pas possible, que c'est difficile, etc. Parce que c'est des barrières que eux-mêmes ont vis-à-vis de ces aspirations. Mais ce que je donnerais comme conseil à un jeune qui veut écrire, je dirais d'écrire tout simplement. D'écrire et d'y croire. On fait rien sans les autres. Je dis d'ailleurs dans Repère que l'écriture sans lecteur, c'est un monde, c'est un puits sans eau. Alors écris, mais n'hésite pas à faire sortir ton écriture de ta chambre. Pas que ça reste dans le tiroir, quoi. Voilà. Sinon ça sert à rien. À moins que la personne cherche à finir comme Van Gogh, avoir une reconnaissance des décennies après, c'est dramatique, c'est triste quand même. Surtout que moi j'ai une écriture qui est... je suis plutôt dans la narration, je suis aussi beaucoup dans l'analyse. Mais je pense que ce qui me motive à écrire, c'est que j'ai envie de changer le monde. C'est ambitieux, c'est même très ambitieux. Qu'est-ce que tu veux changer dans le monde, par exemple? Je vais changer l'injustice que j'ai vécue en tant que jeune. Je sais qu'il y en a plein qui le vivent encore. Éveiller les consciences, raconter la beauté du monde et questionner ses travers. Parce que Repère, en fait, c'était ma thérapie. C'était une carte de visite et une thérapie en même temps. D'ailleurs, dans laquelle beaucoup de personnes se reconnaissent. Magnifique. Pour quelqu'un qui t'a loupé au Salon du Livre, cette année, l'année d'avant, où est-ce qu'on peut le trouver? Prends-le dans la main, dis-nous où est-ce qu'on peut trouver le livre, comment est-ce qu'on peut l'acheter, comment est-ce qu'on peut le commander? Alors, Repère est disponible sur mon site internet,
www.astrid-m, parce qu'on peut pas mettre d'accent sur le site, .fr. Et voilà, c'est disponible aussi en commande sur mon compte Instagram, qui est Astrid Aimé Auteur. Et sur une plateforme qui est l'équivalent de Fnac, une plateforme française qui s'appelle Cultura. Justement, quels sont les prochains livres que tu as en tête, les prochaines étapes? Pour les prochaines étapes, il y a un livre assez percutant qui sort le 15 août. Ce sera ton deuxième livre. C'est mon deuxième livre. Qui s'appelle comment? Non, c'est un secret encore. Non, je peux donner le titre. Le titre, c'est Rire de peine, larmes de joie. Rire de peine, larmes de joie. C'est beau. Voilà, oui. Pas mal. Parce que tu sais, quand tu viens du bas, quand tu viens du très très bas, t'as une frustration, t'as une colère que moi j'essaie de pas rendre. J'essaie de pas me laisser bouffer par le côté négatif de la colère, parce que je pense qu'il y a du bon dans la colère. Il y a quelque chose qui peut pousser une création. Le sentiment d'injustice, en fait, chez moi, ça peut être très, très déterminant. Et donc, je viens avec ce deuxième livre pour essayer de rétablir une certaine justice quelque part. J'ai comme l'impression que ton parcours, peut-être aussi l'endroit où tu as grandi, a quand même une grosse influence sur ce que tu penses de la vie. Par exemple, je pense que c'est pas la même chose d'être noir à Genève que d'être noir à Paris, alors qu'on n'est pas très loin, au final. Surtout, je dis souvent que, par exemple, dans Repère, je dis que, tu sais, en Afrique, on nous vend la France comme l'Eldorado, le paradis sur Terre, à la télé, tous les médias. Je dis souvent que j'ai rêvé de ce que la France a de plus grand, et j'ai atterri dans ce qu'elle a de plus petit. Tu vois, là, quand tu parlais, tu as dit Paris. On parle toujours de Paris. Mais moi, quand je suis arrivé en France, je suis pas arrivé à la Tour Eiffel ni aux Champs-Élysées ou quoi. Je suis arrivé dans vraiment la banlieue, c'est la cité. Tu vois. Dans des endroits où on était parqués entre Maliens, Camerounais, Ivoiriens, Sénégalais, Algériens, Marocains, Tunisiens, des Indiens, des Turcs. En fait, tu arrives en France, mais tu arrives dans les restes du monde, en fait. Donc clairement, c'est vrai que ça a influencé ma façon de voir. J'ai un rapport assez fort à la loi du talion, par exemple, tu vois. La loi du quoi? Du talion, qui dit œil pour œil, dent pour dent. J'ai ces trucs, j'ai tout ça. En fait, c'est tout ça. Je me suis imprégné de tout ça. C'est tout ça qui fait ma personne. Même si aujourd'hui, j'essaie d'avoir beaucoup de maîtrise, beaucoup de... Parce que justement, je me disais que c'est pas vraiment une perspective apaisée, du coup, il y a beaucoup de colère, justement, comme tu me disais tout à l'heure. Où est-ce que tu arrives à peut-être pardonner, on va dire, je sais pas. Le travail de pardon a déjà été fait. Le travail de pardon a déjà été fait. Et il a été fait même vis-à-vis de moi. Il faut se pardonner aussi à soi-même. Mais je pense que la colère, le sentiment d'injustice, c'est ça, le tout n'est pas de ressentir de la colère, le tout c'est ce que tu en fais. C'est Jean-Paul Sartre qui disait ça, que l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Et je me suis dit, je vais en faire une force. Mais je peux pas me défaire de cette colère. J'ai l'impression qu'elle fait partie de moi, tu vois. Tout le travail de l'artiste après, c'est de comment il arrive à l'extérioriser, mais de façon positive, tu vois. Notamment par un livre, du coup. Voilà. Par l'écriture. Voilà. Répondre à la colère par l'écriture, je pense que c'est une très bonne solution à nos problèmes quotidiens. Et je pense que tu peux être en tout cas une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et j'invite tous nos auditeurs à se rendre donc, sur ton site internet et à commander ton livre Repère. Merci Astrid d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Dernière question, c'est une question qu'on pose ici à Seven East Studio, à nos invités. Un message que tu aurais pour le monde, pour les gens, pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, que ce soit de la part de Astrid, l'écrivain, l'auteur, ou de la part de l'homme que tu es, un message en rapport avec l'écriture ou un message en rapport avec la vie. Ah, ça, c'est pas les parties, c'est pas des choses, c'est pas quelque chose de simple. Je dirais qu'on vit des temps assez complexes. Je sens qu'on est dans une espèce de gros tournant et que il faudrait que chacun essaie d'apporter sa lumière au monde. Parce que je pense qu'on en a tous, on a tous une mission et que chacun essaie de le faire du mieux qu'il ou elle peut. Voilà, donc de la lumière et de la beauté. C'est tout parce que ouais, on est venu sur Terre pour ça. Alors c'est parti pour soyons beaux, soyons lumineux et soyons heureux. Merci beaucoup Astrid et à très vite. Merci à toi, Dieu. Merci,